Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Jim Sutter, je suis PDG du conseil d'export de soja américain. Bienvenue à Soy Suite. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. C'est une série de conversations en temps réel avec des experts à travers le monde qui vont vous donner des informations sur la transformation de cette industrie alimentaire. C'est aussi une possibilité d'avoir une conversation en direct avec les experts en ce qui concerne le soja américain. C'est un plaisir d'avoir Barry Martin. C'est un membre du comité de gestion de Rabobank. Merci d'être avec nous. Barry mène la banque Rabo dans la durabilité, dans le savoir agroalimentaire, la stratégie, les partenariats, la banque carbone de Rabobank et la fondation Rabobank. C'est un travail énorme. Tout au milieu du monde du soja, un point incroyable. C'est aussi le président du comité de gestion de l'Alliance d'action alimentaire du Forum mondial. C'est un groupe d'ONG, d'organisations, FAO, GAIN, IFAD, Banque de développement africaine, Unilever, WWF et d'autres. Donc clairement, il est très impliqué. Il a beaucoup d'informations sur les choses qui se passent dans le système alimentaire global aujourd'hui. C'est un plaisir de parler avec Barry, avoir ses perspectives sur les attentes évoluantes des consommateurs, l'environnement agroalimentaire, l'impact de la numérotisation, la durabilité, quelque chose qu'on entend toujours, le système alimentaire post-pandémique, les nouvelles valeurs pour augmenter l'intelligence et la durabilité de ces systèmes et généralement comment on travaille ensemble pour alimenter les populations affamées qui continuent de croître en nombre pour habiter notre planète dans les années à venir. Il a été élevé au Brésil, il a occupé des rôles chez Rabobank en Asie, en Europe. Il a une expertise locale et globale. Avant de commencer, quelques questions logistiques à adresser. Nous allons parler 25 minutes ensemble. Après, il y aura la possibilité de poser des questions. Ce sont des questions posées par le membre du public. Vous pouvez saisir ces questions dans la question-réponse. Soumettez vos questions dans l'onglet questions-réponses au lieu de les mettre dans le chat. Si vous coupez la vidéo ou l'audio, n'ayez pas crainte. Il faut rafraîchir, n'est-ce pas? Je ne suis pas expert en informatique, mais c'est ce qu'on me dit qu'il faut faire. C'est relancer le programme. Alors donc on invite Barry sur la scène pour qu'il commence. Merci, merci de cette invitation et merci aussi de cette introduction très généreuse. C'est un plaisir d'être avec nous, de vous avoir avec nous. J'ai plusieurs questions. Voyons combien on va pouvoir adresser avant d'écouter les questions du public. D'abord, je crois que Rabobank et le conseil d'export de soja américain et tous les participants, les agriculteurs, les membres dans la chaîne d'exportation et de logistique, nous avons une mission commune de nous adapter à adopter des pratiques plus durables pour protéger les systèmes de production alimentaire. Je pense que nous pouvons tous approuver donc l'engagement de Rabobank pour travailler ensemble vers la durabilité. Alors, quelques informations sur vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous allez dîner ce soir? Dites-nous pourquoi vous êtes dédié à l'agriculture mondiale et pourquoi vous êtes passionné pour la durabilité. Merci. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai mangé de l'avoine ce matin et j'ai aussi mangé du lait, du yaourt. J'essaie d'avoir un régime sans trop de matière grasse. J'ai eu du pain aussi. Et pour le dîner, je vais manger ce soir du poulet, probablement un curry au poulet. C'est ce que j'ai vu dans le réfrigérateur quand je l'ai ouvert ce matin. Ce sera un bon repas. C'est bon, n'est-ce pas? Alors si on passe toute la journée devant l'ordinateur, il faut faire attention de ne pas trop manger. Donc j'espère ce soir jouer un match de tennis puisque le temps fait très beau. Alors, quelle est ma passion? D'où vient ma passion?
Euh, je suis né au Brésil. J'ai grandi au Brésil. Mes parents étaient immigrés des Pays-Bas. J'ai grandi dans une ferme pas loin de São Paulo et vous voyez derrière moi l'image de notre ferme et je la gère toujours. Donc je connais un peu le soja. Alors quand je grandissais au Brésil, j'ai aidé mon père à gérer la ferme pour euh, voilà, donc on était toujours là en train de nous occuper des prix et voilà, c'est une passion que j'ai depuis ma jeunesse et je pensais que je pouvais faire une différence. C'est pour ça que ma passion et ma résolution, moi, voilà, a été formée. Formidable. Votre profil est très intéressant. Alors, parlez-nous de la vue de Rabobank sur la durabilité et le système alimentaire actuel. Et on entend, parle- on entend parler beaucoup des finances durables, ressourcement durable. Alors, Rabobank est impliqué comment? Il faut toujours revenir au départ. Voilà. Quand nous produisons mm, euh, de la production alimentaire, nous produisons donc tous ces gaz à effet de serre. Donc, avec les accords à Paris, tout le monde voulait quand même comprendre la production alimentaire parce qu'elle est à l'origine d'un quart ou d'un tiers de toutes les émissions. Donc, si nous voulons avoir une planète qui ne va pas dépasser 1% et demi, il faut adresser la question de la production alimentaire. Nous savons tous que la population ne cesse de croître. Donc 12 gigatonnes va passer à 15 ou à 17. Donc si on veut alimenter tout le monde de façon durable, dans euh, selon ces limites, il faudrait donc adresser la production alimentaire. Donc si vous regardez 12 gigatonnes, il y en a 6 qui sont des émissions enfin, dues à notre production agricole. Alors on cultive des habitats naturels. Voilà, donc ceci nous pouvons adresser. Les autres 6 gigatonnes, c'est dû vraiment donc à la production alimentaire. Nous savons que 6 ou 12 sont dus au gaspillage. Donc en réalité, on pense à 12 gigatonnes et on veut aller donc à 4,0, il faut regarder la production agricole, il faut changer quelques pratiques, il faut penser différemment, parce que nous savons déjà, étant donné notre histoire, qu'il est très facile d'arriver à net zéro dont on parle. Pourquoi net zéro? Parce que ça veut dire que nous, comme industrie, nous pouvons être positifs par rapport aux défis dont l'humanité fait face dans la planète. Voilà l'origine de la passion. Il s'agit de changer des habitudes et il faut payer, à mon avis. Alors donc ces questions financières, ces choses sont importantes parce qu'il faut être sûr que pour ceux qui font les changements, ceux qui font les choses correctement, ils sont payés pour les services qu'ils accordent à la société. Ce paiement va venir sous la forme de paiement aux agriculteurs ou bien des termes de finances. Oui, 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 tout ceci. Plus que ça. Alors, nous savons aujourd'hui que la planète se chauffe, n'est-ce pas? Il y a la séquestration de carbone sur les fermes. La réalité, c'est que la production agricole a la possibilité de stocker 5 gigatonnes de carbone par an dans le sol. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'émissions de production, il s'agit de séquestration de carbone qui était déjà émis. Alors donc c'est un service parce que d'autres ont déjà émis cette pollution, c'est CO2. Donc votre service c'est rendre ceci dans le sol. Donc en réalité il y a toutes ces options. La séquestration de carbone au sol par la rotation, fourrage. Alors tout ceci, c'est la façon la moins chère de le faire. Donc la séquestration en prenant de l'air pour retourner dans le sol, c'est 300 $ par tonne. Ce que nous pouvons faire comme agriculteurs, on parle des choses qui ne coûtent même
pas 10, 15, 20 dollars par tonne, on n'est pas sûr parce qu'on regarde ceci, mais voilà, voilà, c'est ça. Donc soyez au courant de ceci. Chaque tonne que vous vendez, le coût suivant, c'est 300, 200 dollars. Donc c'est pour ça que je pense que nous devrions, dans l'industrie agricole, nous devrions, voilà, l'avantage c'est que c'est une entreprise qu'on ne connaît pas encore. Il y a des signes, mais aujourd'hui on sait que nous pouvons capter 1 à 2 tonnes par hectare et un hectare peut avoir de 10 à 20 tonnes de carbone séquestré. Donc il y a de l'argent, n'est-ce pas, qu'il faudrait considérer. On regarde ce développement. Donc ce sera une nouvelle façon de regarder la ferme, une nouvelle façon de créer de l'argent, des revenus pour les agriculteurs. Ah oui, très intéressant. Évidemment, c'est quelque chose que les producteurs discutent beaucoup, mais je pense que les détails sont toujours en train d'être ébauchés, n'est-ce pas? Parce que ce que je comprends, c'est que les contrats ne sont pas encore très, très clairs. Je pourrais ajouter quelque chose. Nous avons commencé à Rabobank, ce que nous appelons la banque de carbone Rabobank. On a lancé des pilotes pour essayer de comprendre comment ça marche. Vous savez, on a des millions de clients, des agriculteurs à travers le monde qui ont leur compte avec nous. Et ce que nous essayons de faire, enfin, avec toutes les tailles de production, on veut essayer de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut régler pour comprendre les dynamiques, pour comprendre ce qui se passe quand il faut fourrer. Et on a ces émissions. Comment est-ce que le mécanisme va fonctionner? Comment est-ce que nous allons relier les différentes qualités de carbone pour qu'on puisse faire venir des investisseurs? Et ça ne marche que si on a des investisseurs. C'est ce que nous faisons. À mon avis, le plus important, comment normaliser ces contrats pour que ces contrats puissent être utilisés comme collatéral. Parce qu'à ce moment-là, vous verrez la différence, n'est-ce pas, entre l'engagement des actions, le financement des actions, et puis vous allez donner cette carbone séquestrée parce qu'il y a une valeur associée à carbone. Il faudrait donc donner une valeur pour donc justement avoir le collatéral à la banque. C'est justement ce qu'on recherche, n'est-ce pas? On fait beaucoup de pilotes et je pense que c'est très prometteur, fascinant. Quelque chose, enfin l'agriculture est parfois considérée très ancienne, n'est-ce pas? Rien ne change, mais pour moi, donc il y a des changements toujours. Je vous ai entendu parler dans d'autres forums, Berry, sur quelque chose qu'on appelle le coût associé à la nature. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ceci et comment ceci est lié à la séquestration de carbone? À mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas de prix naturel par rapport aux produits consommés. Alors le consommateur va au supermarché, il va peut-être acheter un produit, je dirais n'importe quel produit, des tomates. Et une tomate aurait pu avoir conservé 10 fois plus que d'autres tomates, parce qu'on parle de tout processus. Parce que celui qui a produit cette tomate, n'utilisant pas beaucoup de nature, a investi consciencieusement pour faire une bonne tomate. Il a eu peut-être plus de frais. Celui qui n'a pas fait d'investissement n'a rien fait. Il va utiliser la nature. Peu importe, la tomate a peut-être voyagé 10 000 miles pour arriver au supermarché. Personne ne sait rien du tout. Donc, à mon avis, il faudrait donc trouver le prix de la nature dans ce processus. Il ne faut pas forcément que ce soit plus cher, mais alors il y a des changements de la valeur et les entreprises qui ont investi euh, par rapport donc au montant de la nature dans la chaîne de valeur, ils vont avoir des récompenses. Donc si vous ne vous occupez pas de la nature, il y aura un prix plus élevé et un coût plus élevé. Voilà, donc il faut permettre à tout le monde de faire les bons investissements. Je suis très positif là-dessus, mais quand on pense au prix associé à la nature, je pense qu'il ne faut jamais oublier que si vous ajoutez la nature, il faut aussi savoir ce que vous mesurez. Et ceci est essentiel. N'oubliez pas,
qu'on ne peut pas survivre par tonnage. Il ne s'agit pas de savoir les tonnes de tomates produites. On ne survit pas par les calories. Il ne faut pas mesurer les émissions par tonne ou par la valeur nutritionnelle. On ne survit que si on a l'alimentation correcte, c'est-à-dire donc fibres, quantité alimentaire, etc. Et c'est ça où est important. Parce que si vous voulez une alimentation nutritionnelle, il faut avoir plus de nature pour la produire. Donc si vous pensez à la viande, par tonne, la viande consomme beaucoup, mais si vous faites le calcul de l'émission par la nutrition dans les produits laitiers ou de la viande, ça change complètement les formules. Nous n'avons jamais mesuré ceci. Donc pour moi, la chose importante quand on parle du prix lié à la nature, c'est le prix de la relation de la nature à la qualité alimentaire, par le tonnage qu'on produit. Voilà, c'est pas la bonne mesure. Donc il faut être très très clair là-dessus. Pensez-vous, c'est très intéressant, mais pour vous, vous voyez ceci dans les cercles dans lesquels vous travaillez au Forum économique mondial, ce genre de groupe, est-ce que vous voyez ceci avancer? Ceci sera donc considéré plus dans les années à venir? Oui, je pense. Si vous regardez donc le sommet alimentaire, sécurité alimentaire, voilà, c'est essentiel. Alors, alors toutes les agences parlent de ceci. Alors vous avez les 5 voies d'action. On regarde ce que c'est l'alimentation, la nutrition. Qu'est-ce qui est important, n'est-ce pas? On veut changer les habitudes des consommateurs pour être positif envers la nature. On veut regarder aussi l'impact et la résilience naturelle. Ce sont les voies d'action. Donc cette discussion est très très vive maintenant, très intéressant. Oui, je suis très passionné par tout ceci parce que si on ne cherche que les calories les moins chères, on mangerait tous du sucre parce que c'est la calorie la moins chère. Je peux vous dire que le sucre ne va pas donc alimenter l'humanité. J'adore le sucre, je ne dis pas que c'est pas bon, mais le sucre seulement parce que c'est la calorie la moins chère, ça ne va pas marcher. Évidemment, il y aura beaucoup de problèmes. Moi, j'adore le sucre, j'adore les sucreries, mais on ne peut pas survivre à partir de sucre seulement. Changeons un peu de direction maintenant. Parlons des tendances consommateurs que vous voyez. Alors, nous avons tous vécu cette pandémie. Ben, voilà déjà 16 mois qu'on vit avec Covid-19. Mais quelles sont les habitudes, les tendances consommateurs que vous voyez post-pandémique ayant un impact sur l'industrie alimentaire globale? D'abord, regardons donc la banque. Alors l'industrie alimentaire a été vraiment très souple, euh, avec l'exception des services alimentaires dans certaines régions. Alors la ville de Londres, alors les ouvriers n'allaient pas en ville. On a vu quand même beaucoup de souplesse sinon. Donc l'industrie alimentaire, point de vue risque, elle est très très bien. Est allée très très bien. Je suis très heureux par rapport à ça. Mais le plus grand changement pour moi, ce qui se passe dans le monde, nous, les humains, ont découvert qu'on peut cuisiner. Voilà, à domicile, on peut avoir un bon repas en famille autour de la table. Voilà ce que j'ai vu avec la pandémie. Donc les gens préfèrent maintenant cuisiner à la maison. On achète des aliments de meilleure qualité parce qu'on veut avoir un bon repas autour de la table. Nous n'avons pas vraiment vu beaucoup de changements par rapport à la demande alimentaire, à part la croissance normale de demande de 1 à 2% par an. Nous avons eu quand même une transition. Les gens font la cuisine à domicile. Et les restaurants, nous avons vu ce qui s'est passé au restaurant. Mais à la maison, les gens ont acheté plus et les gens préfèrent acheter une meilleure qualité. C'est un bon développement. À mon avis, ceci a changé complètement la façon dont les aliments sont consommés dans la plupart des pays.
Alors donc aux États-Unis notamment, moins en Afrique, mais en Amérique latine, en Asie, en Europe, nous avons vu cette transition. Donc nous avons vu cette tendance aux États-Unis, les dépenses en dehors de la maison allaient vers le haut, mais on a vu encore un changement. Et les gens préfèrent maintenant rester à domicile. Et je pense que cette tendance va continuer. Pour moi, ce qui est dangereux, si vous regardez le consommateur aussi, ce que nous voyons, c'est qu'il y a cette tendance de consommation consciente. C'est l'autre tendance que nous voyons avec la nouvelle génération. On est de plus en plus conscient de ce qu'on mange. Et aussi très important, c'est que nous, dans l'industrie alimentaire, il faut donner les informations correctes aux consommateurs pour qu'ils prennent des décisions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop d'achats émotionnels. On achète ceci, disons que ceci est meilleur que l'autre. Voilà, donc il s'agit, n'est-ce pas, d'aliments ayant une valeur nutritionnelle. Et je pense que c'est une des choses les plus positives, n'est-ce pas, de ce sommet alimentaire, c'est qu'on aura de l'étiquetage, des législations correctes pour informer le consommateur plus convenablement, plus correctement. Nous avons une situation maintenant de laisser faire. Et voilà, donc ceci est une tendance à poursuivre. Voilà donc une question de suivi. Tout à fait, je l'entends moi-même, n'est-ce pas? Les gens sont plus intéressés à travers le monde sur la production de l'alimentation et l'impact sur le monde. Mais nous ne voyons pas tellement de décisions de ressourcement entrepreneurial basées sur la vérification de durabilité, ce genre de choses. Je pense que ce dont vous parlez va être émis par le sommet alimentaire pour catalyser ces changements ou créer des changements à cet égard. Je sais que vous prenez une vue globale sur la question. Donnez-nous quand même quelques idées pour nous, l'industrie américaine? Est-ce qu'il y a des suggestions pour qu'on puisse nous positionner vers l'avant de ces produits durables nutritionnels? Il s'agit toujours de transparence et de raconter des histoires correctement. Alors, ceci va nous permettre de revenir sur donc les origines, n'est-ce pas? À mon avis, si l'industrie pourrait avoir donc cette histoire à raconter aux gens, si vous faites partie ou si soja devient une huile de cuisson, vous pouvez donc raconter toute l'histoire de l'agriculteur. Me voilà. Soyez transparent. Depuis un an, j'ai pu réduire, je sais que votre industrie a pu réduire les émissions par hectare de façon énorme, n'est-ce pas? Euh, je vais parler de quelques chiffres, voilà, que j'ai entendus quelque part. Voilà, donc il s'agit de raconter des histoires, traçabilité, tout ceci est important. Et je pense que l'industrie de soja aux États-Unis et ailleurs est parmi les plus efficaces pour l'industrie alimentaire, pas seulement pour le tour tourtage, mais aussi pour les huiles végétales. Si vous êtes végétarien, vous avez besoin d'huile pour la cuisson, n'est-ce pas? Si vous regardez, si vous voulez manger un burger, même si c'est à base de végétal, vous aurez besoin d'huile de cuisson pour consommer le burger. Les gens oublient ceci parce qu'ils ne comprennent pas toute la question, mais ces questions de traçabilité, de passion, il faut quand même lier l'agriculteur à la société. Donc, la traçabilité, raconter l'histoire est très, très, très important. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, nous, en liant la façon dont les producteurs produisent avec les acheteurs à travers le monde. Je pense que ceci est une histoire vraiment très intéressante. Revenons maintenant sur ce sommet, sur les systèmes alimentaires mondiaux. Alors donc avec votre travail, avec les plus grandes entreprises agroalimentaires, alors, quelles sont les choses pour vous? Est-ce que vous voyez la technologie et
les grands gains de productivité à base de technologiques permettant la production d'accroître de 75% depuis 30 ans sur une empreinte qui est devenue plus grande, mais 25% de plus grande seulement. Pensez-vous que nous allons pouvoir est-ce que la technologie qui conduit ces gains va continuer d'être importante dans l'avenir? La technologie va être donc tout, mais il faudrait changer aussi les esprits parce que la technologie que nous avons maintenant, c'était donc dédié à maximiser l'utilisation. Il faudrait l'équilibre entre le rendement et l'empreinte carbone, n'est-ce pas? Et c'est justement là la clé. Donc je pense qu'il n'y a, enfin, si vous voulez alimenter 9 milliards de personnes, voilà, donc il n'y a pas de raccourci. Alors, comment réduire, mais en même temps augmenter, c'est-à-dire réduire l'empreinte carbone, mais en ayant par exemple des plantes avec des racines plus grandes pour réduire les émissions. Alors, le monde va changer dans la mesure où nous allons considérer les flux de l'argent. Alors, donc, il y a de la valeur. La technologie doit regarder la meilleure optimisation des rendements et la quantité de carbone séquestrée. Donc, il y a de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de faire de la rotation pour garder plus de carbone dans le sol, pour réduire l'utilisation de fertilisateurs, des engrais, des pesticides, euh, pour regarder les récoltes de 5 ans pour maximiser votre argent tout en maximisant les effets bénéfiques sur la nature. Donc les moyens dont on regarde l'agriculture dans les années à venir pour atteindre les deux, ceci est très important, les deux buts, c'est-à-dire réduire l'impact sur la nature et les rendements croissants. Alors, est-ce qu'il est impossible? Non, il faut augmenter la production alimentaire. En même temps, il faut réduire l'empreinte de carbone de 12 gigatonnes à 4 ou moins. Voilà, donc il n'y a que la technologie qui va nous aider à le faire. La séquestration va nous aider à le faire. Le plus important, c'est utiliser de nouvelles technologies et surtout beaucoup de nouvelles techniques. Et je pense que nous sommes sur le seuil d'une nouvelle révolution dans notre industrie. Voilà, donc c'est un moment formidable pour que les jeunes s'impliquent dans le développement de nouvelles technologies. Donc pour vous, les gens qui achètent des aliments, les grandes entreprises, pensez-vous que ces entreprises vont développer des modèles d'incitation pour se relier à ce que vous décrivez, c'est-à-dire la nature et la technologie? Évidemment, ces grandes entreprises, une par une, disent que nous allons être net zéro d'ici 2015 ou 2050, pardon. Alors, ils vont regarder toute la chaîne de valeur, leurs sources, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on a dedans? Comment réduire, comment inciter à la réduction d'émissions. Donc, finalement, ceci va se passer. Alors, donc, c'est un arbre détendu. D'abord, donc, il y a vos propres émissions et puis les émissions sur toute la chaîne de valeur. Donc, les grandes entreprises s'engagent, n'est-ce pas, correctement. Ils s'engagent, mais il faut regarder toute la chaîne de valeur. Se disant alors chaque élément de ma chaîne de valeur, qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, la beauté, c'est qu'il y aura une grande transition. Cette transition à venir, c'est réduire ces émissions dans la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'il faut partager des données aussi. Partager les données, alors nous le savons tous, n'est-ce pas? Alors mon père était fermier, on ne savait même pas que pour produire sans qui serait le consommateur. Alors on ne savait pas donc la chaîne de valeur, on n'avait pas les données sur la chaîne de valeur. Alors ce sera donc quelque chose du passé, n'est-ce pas?
Alors, une comparaison, si j'achète une voiture aux Pays-Bas, c'est différent qu'aux États-Unis. Si j'achète une Toyota ici, je sais que c'est produit dans une entreprise au Japon. C'est comme ça avec l'alimentation. Si vous achetez un yaourt ou un produit au supermarché, alors donc le fermier ne va pas être indiqué, voilà, signalé, ben voilà donc un litre de lait de plus s'il vous plaît parce que tel a acheté un yaourt au supermarché. C'est une plaisanterie, mais alors la transparence par rapport à la valeur de, chaîne de valeur, c'est la seule façon de réduire nos émissions pour arriver à net zéro. Donc, il y aura de nouvelles opportunités d'intégration, ce qui est très passionnant. Alors, Barry, alors le temps passe vite, vite, vite. Alors, je vais faire une petite pause. Nous allons montrer une petite vidéo et après, nous allons revenir pour entendre les questions du public. Alors, je rappelle aux gens d'utiliser la fonctionnalité Q&A. Soumettez vos questions dans Q&A et nous allons revenir dans une minute à peu près et nous allons adresser vos questions. Merci. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le soja américain est toujours à la une du marché mondial. Mais d'abord, il y a l'engagement de la durabilité de production avec les pratiques durables tous les jours. Alors, production sans rotation, rotation des récoltes. Alors, nous avons des pratiques pour gérer l'eau, pour préserver les habitats des animaux et préserver la biodiversité. Donc, on a un protocole d'assurance de qualité et on est engagé aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les faits sont clairs. Donc, avec la production durable, le soja américain contribue à une planète en meilleure santé. Si vous comparez notre soja à d'autres soja produits ailleurs dans le monde, vous allez voir que le soja américain donne les solutions de durabilité demandées par les consommateurs sans ajouter de coûts pour la durabilité vérifiée. Pour apprendre plus sur les efforts, contactez les représentants aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bienvenue. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé la discussion que nous avons eue jusqu'ici, autant que moi. Je pense que ceci a été très intéressant. Barry a beaucoup d'expérience, beaucoup de très bonnes informations qu'il partage avec nous. Je voudrais vous remercier des questions soumises. Il y a beaucoup de questions soumises, donc nous allons faire de notre mieux d'adresser les questions soumises par le public. Je vais peut-être relier certaines questions pour adresser autant que possible. Alors, je pense que Barry va revenir avec moi dans quelques instants. Je suis impatient qu'il revienne avec nous pour adresser les questions. Alors, j'espère que vous avez eu une petite, que vous avez aimé votre petite pause. Vous n'avez pas encore mangé votre poulet au curry, mais ce sera pour plus tard. Première question, une question très intéressante. Alors, une question très simple. Est-ce que vous croyez vraiment que les consommateurs sont préparés à interpréter toutes ces informations qu'on va inclure sur l'étiquette, toutes ces données dont on a parlé aujourd'hui? Bien évidemment, récemment, nous avons eu quand même beaucoup de succès dans l'étiquetage dans nos sociétés parce qu'on a mis des choses importantes. Les prix et les calories sont sur les étiquettes. Nous avons donc eu quand même beaucoup de succès. Nous avons simplifié. Alors c'est très clair. Pour moi, l'étiquetage ne doit pas être trop difficile. À mon avis, il y a deux. Si on pouvait avoir l'étiquetage qui indique combien d'eau et combien d'émissions associées à ce produit, je pense que là, on résout déjà 88% du problème. Donc, il faudrait que la solution soit simple et intuitive. Alors, l'industrie ne peut pas la faire toute seule. Donc, il s'agit du résultat du sommet. Le sommet va demander aux législateurs, et nous avons eu ceci déjà en Europe, n'est-ce pas, et aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est cet équitage? Comment est-ce qu'on doit fixer son prix? Voilà, il est impossible. Alors, je vais au supermarché aujourd'hui, je ne peux pas prendre des décisions conscientes. Est-ce que j'achète quelque chose qui a un impact important sur l'environnement? Je pourrais ajouter la biodiversité, l'impact social, toutes ces choses.
mais ceci va compliquer. Mais je pense qu'on aura 88% de la solution en mettant ces deux choses, n'est-ce pas? Nous allons aider beaucoup la planète. Oui, restons simples, c'est important. Changeons de direction. Il y a plusieurs questions qui adressent cette question. Les idées que vous avez présentées, la séquestration de carbone, les nouvelles technologies pour le faire, alors ça a l'air bien pour donc l'agriculture au premier monde, n'est-ce pas? Pour les producteurs très modernes, les États-Unis, le Brésil, ailleurs, mais pour les pays en voie de développement, je sais que vous avez fait beaucoup de travail en Afrique et ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que ceci pourrait donc fonctionner globalement? Est-ce que c'est donc une solution pour le monde développé ou est-ce que ceci correspond donc au monde entier? Non, je ne pense pas que c'est applicable au monde développé seulement. Donc il y a des 550 millions d'agriculteurs au monde entier. Il faut une solution pour tout le monde, que ce soit au Brésil, en Ukraine, aux États-Unis. On a un projet actif maintenant qu'on appelle Acorn et on essaie de trouver un moyen de d'avoir les bénéfices de la séquestration de carbone, même dans les productions plus petites. On a des projets pilotes maintenant, et si vous visitez le site internet, vous allez voir des informations, mais je vais partager avec vous ce qu'on fait. Je ne crois pas que ceci soit une solution pour le monde développé seulement. Ceci est une solution pour le système total. Ainsi, nous investissons dans de multiples solutions. Alors pour la banque carbone, évidemment, on travaille avec les grands producteurs aux États-Unis, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, mais on fait aussi des pilotes en Afrique. Donc je crois que la seule solution serait un changement de système total. D'accord, donc sans être limité à quelques producteurs de taille importante, mais une solution pour le monde entier. Une autre question. Il y en a quelques questions qui adressent la chaîne ou l'intégration de la chaîne de valeur et comment, puisque vous avez parlé de la transparence, et lier le producteur, pour revenir à votre exemple de yaourt, vous achetez un yaourt et le producteur le sait. Comment donc lier ceci à cette ce système attend, n'est-ce pas, de livraison et ce système de production qu'on a dans le monde, n'est-ce pas, où on fournit juste à temps, n'est-ce pas? On a vu donc avec Suez aux États-Unis, on a eu un pont fermé quelques jours et le trafic a été stoppé. Alors comment est-ce que tout ceci se relie? Regardez, à mon avis, il est évident que surtout au monde développé, on a besoin d'avoir plus d'espace. Donc, juste à temps. Alors, l'alimentation est différente, n'est-ce pas? Alors, le problème au canal Suez, euh, si on avait 2 mois de plus encore, la plupart d'entre nous n'auraient pas faim. Mais dans le monde, ce système juste à temps, il s'agit d'un système alimentaire. Il faut regarder tout le système. Et s'il y a des logistiques faibles, il faudrait quand même construire. Il n'y a pas de solution sinon. Voilà, c'est mon point de vue. Très simple. Il faut éviter ou éliminer les faiblesses. L'alimentation est différente aussi à cause des saisons. Alors, ce que vous avez le soja produit aux États-Unis. Alors, donc, il y a des stocks aux États-Unis. Quand le Brésil finissait sa récolte, le monde va changer beaucoup en essayant d'optimiser la nature, l'utilisation de la nature. Quand on revient à la nature et la chaîne de valeur, si vous mettez le coût de la nature dedans, il serait bien plus intelligent en, en fixant le prix de la nature, beaucoup de cette demande, de ce mouvement va changer parce que ce ne serait pas aussi facile de produire certains aliments dans des zones où ce n'est pas logique. La nature nous dit où il faut produire quoi. Très intéressant. Donc une question liée qu'on voit alors par rapport au système de vérification aujourd'hui pour vérifier la durabilité, ce genre de choses. Alors dans cette vision nouvelle que vous avez pour revenir donc aux frais associés à l'exploitation naturelle, ou l'exploitation de la nature. Comment est-ce que ces systèmes de vérification vont changer?
ils auront l'air de quoi dans l'avenir? Qu'est-ce qui sera intégré, qui n'est pas intégré aujourd'hui? Je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis aujourd'hui quelle est la valeur d'une tonne de soja à Chicago, vous le savez tous. Et alors, combien est-ce que vous traitez Alors, vous le savez, n'est-ce pas? On ne fait pas ceci pour les certifications. On ne sait pas. Il y a beaucoup de certifications qu'on ignore. Pense que c'est bon, on n'est pas sûr. Des choses qui finalement, donc on parle de commerce équitable, le producteur est bien payé, mais on ne parle pas de durabilité. Il y a tant de choses qu'on ignore. Alors, une chose clé de ce sommet, c'est parler le même langage, parce qu'on ne parle pas le même langage par rapport à l'alimentation. Il devient très difficile et évidemment le consommateur devient sceptique et je suis d'accord, je le comprends. Alors on parle de quelles normes? Alors je suis promoteur de cette idée. Parlons ensemble, mettons-nous d'accord sur les normes que nous souhaitons. Alors, voilà, donc à Chicago, un poisson, vous savez exactement combien ça coûte, l'humidité, tout et tout et tout. Donc, ces normes doivent aussi être connues pour la nature. Comme ça, on saurait de quoi on parle. C'est justement donc un point excellent. Quelqu'un a posé une question sur cette question. On pourrait parler toute la journée là-dessus, mais je me demande votre commentaire sur cette question. L'importance de la réduction du gaspillage alimentaire. Vous avez mentionné ceci tout à l'heure en parlant des gigatonnes, mais parlez de cette situation de gaspillage alimentaire et comment ceci donc va être considéré. Nous n'allons jamais obtenir nos buts selon les accords de Paris sans réduire le gaspillage alimentaire. J'ai parlé de 6 gigatonnes, il s'agit de l'utilisation des terres, 6 gigatonnes, il s'agit de la production alimentaire et 2, c'est le gaspillage alimentaire, n'est-ce pas? Et si vous continuez, ça pourrait aller jusqu'à 2 ou 4. Donc c'est le tiers. Donc la seule solution, c'est la réduction du gaspillage. 1 ou 2 gigatonnes, c'est pertes post-récolte qui viennent avec les producteurs de petite taille. Donc il faut faire des changements et on essaie de savoir comment réduire le gaspillage post-récolte. Il y a des conteneurs réfrigérés, où on pourrait avoir des panneaux solaires. On essaie d'identifier des solutions intelligentes. L'autre 50%, les plus horribles, c'est gaspiller à la fin de la valeur de la chaîne entre le supermarché et le réfrigérateur. Tout ceci se passe dans les pays développés. C'est manque de conscience de la part des consommateurs. Là, il faudrait adresser ceci par l'éducation parce que l'alimentation n'est pas chère. Les gens ne pensent pas aux conséquences de ce gaspillage. Ah, ceci est une pensée très intéressante aussi. Voilà une question rapide. Je pense que votre réponse sera très rapide. Voilà la question. Vous avez parlé du sommet de système alimentaire de l'ONU. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition brève? Oui. Euh, Depuis quelques années, de plus en plus, il y a des soucis sur l'impact de la production alimentaire sur la nature. Donc à Paris, tout le monde s'est réveillé et on se disait, bah voilà, l'alimentation, on consomme un quart des émissions. Donc à ce moment-là, on a compris qu'il fallait un accord de Paris pour l'alimentation. C'est pas tout à fait ça, mais si je pouvais résumer pour moi ce que c'est le sommeil alimentaire, c'est donc la première étape pour un pari pour l'alimentation. Donc il y a des réunions à Glasgow. Alors il y a donc une réunion sur l'alimentation. Quels sont nos accords sur l'alimentation? Et c'est quelque chose de très important avec les gouvernements, les agences alimentaires, les organisations privées. Et effectivement, il y a 5 voies d'action et des leviers à travers ces actions, ces voies. Donc, il faut l'alimentation avec valeur nutritionnelle importante. Il y a une voie sur le consommateur, nature, production agricole. L'autre, c'est donc les revenus. Et puis la souplesse ou résilience.
Donc, il y a 4 leviers qui traversent les actions. Il y a donc le sexe, il y a les droits humains et finances, et il y a aussi innovation. Voilà, donc vous avez la matrice de réunion, n'est-ce pas? On se réunit tous les jours pour arriver donc au sommet au mois de septembre, où nous allons parler des objectifs et il s'agit d'objectifs vers le développement agricole ou alimentaire. Je simplifie, mais c'est un travail très important qui se passe. Vous avez parlé de ma position comme président de l'Alliance Action Alimentaire. Ce que nous faisons, c'est trouver les partenaires publics-privés pour regarder les projets qu'on pourrait incorporés dans le sommet et ont un impact important sur les chaînes de valeur à échelle. Alors un exemple, construisons un réseau international sur les producteurs de poules en Afrique. Il faut quoi pour avoir ça? Il faut les producteurs génétiques, alimentation, stockage, foie. Alors donc après, vous rassemblez les partenaires. Et puis voilà, donc vous décidez comment monter en échelle. Voilà un exemple très intéressant. Je pense que nous n'avons presque plus de temps, mais je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette discussion intéressante. Moi, je l'ai trouvée très intéressante et le public aussi est très intéressant. Ce que je voudrais dire, étant donné votre travail, vous avez parlé de ce sommet, de système alimentaire, tout votre travail, pour moi, c'est très rassurant d'entendre que quelqu'un qui parle de l'importance de la production, de plus de production pour alimenter le monde, l'utilisation de la technologie, l'équilibre avec la protection de la nature. Pour moi, c'est une perspective excellente. Merci d'avoir partagé ces perspectives aujourd'hui. Je voudrais vous remercier encore aujourd'hui pour votre temps. J'aimerais dire que notre organisation et tous ceux que nous représentons apprécient le travail qu'on fait déjà avec Rabobank dans beaucoup de domaines et ce sera un plaisir de continuer notre travail avec Rabobank. Donc, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir. Merci pour cette technologie qui rend tout ceci possible. On en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, des changements étant donné la pandémie. Et certainement, il y a eu beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de choses tristes, mais il y a eu quand même des choses qu'on a apprises. Et c'est quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, je vous remercie. Je vous encourage, les participants, enfin, je vous remercie de votre participation. S'il vous plaît, complétez le sondage que vous allez voir sur votre écran une fois que nous terminons. C'est très important d'entendre vos retours. Si vous pensez que quelque chose vaut la peine d'être répété, alors les retours que vous nous donnez, sont très importants. Et il y aura donc une autre session bientôt. D'ici là, merci de votre écoute, merci de votre soutien de l'industrie de soja américain et merci pour tout ce que vous faites pour alimenter le monde affamé. Et là encore, Barry, merci de votre temps aujourd'hui. J'espère que votre match de tennis sera vraiment formidable ce soir. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée tout le monde et merci beaucoup.